Yves Guilloux, alias Ralph, alias Guérin-Sérac, est enfin mort le 9 mars 2022. Il avait 95 ans. Anticommuniste fanatique, suprémaciste européen, fondamentaliste chrétien, c'était un homme de réseau et de secret avec beaucoup de sang sur les mains. Il a été soldat et agent au service de la France, il a combattu en Corée, en Indochine et en Algérie, mais il est aussi passé par l'OAS et la police secrète portugaise, l'Espagne de Franco et l'une ou l'autre dictature sud-américaine. Il a envoyé des mercenaires lutter contre la décolonisation de l'Afrique et a participé au terrorisme de la stratégie de l'attention en Italie. Explorer sa vie, les époques et les idées qui l'ont forgé, c'est plonger dans les égouts de la guerre froide. Entre idéologie et renseignement, au milieu des réseaux parallèles paramilitaires et sectaires. Et on découvre alors une tripotée de fascistes, profitant d'une période faste et internationale pour une fachosphère terroriste, faite d'alliances avec des services et des capitalistes fanatisés à la contre-révolution. Et aujourd'hui, au moment où partout des réactionnaires se proposent d'offrir un dernier souffle à un capitalisme suicidaire, y voir clair dans tout ça pourrait malheureusement nous être utile. Alors bienvenue dans ce portrait du terroriste français Yves Guilloux et de son monde, intitulé « Agent Occident ». 3e épisode, 1955-1962. Nous voilà enfin arrivés à la guerre d'Algérie, la dernière qu'Yves Guilloux mènera pour le compte de la France. Nous sommes en juillet 1955, il a 28 ans, et l'histoire retient que cette guerre a débuté un peu moins d'1 an plus tôt. Comme pour ses conflits précédents, Yves prend le train en marche, mais il reste 7 ans à cette guerre coloniale pour dérouler ses horreurs, alors il y a beaucoup à en dire. On pense en général en premier lieu à la torture, systématique. On voit aussi tous les jours, 60 ans plus tard, le continuum colonial imprimer le quotidien de la France. Mais pour ma part, après m'être intéressé à Guilloux et à son monde, je pense avant tout au fascisme. Parce que cet épisode de la guerre d'Algérie reste jusqu'à aujourd'hui sa dernière manifestation d'envergure en France. Pour le comprendre, on va emprunter différents itinéraires qui traversent cette guerre et suivre des idées et ceux qui les ont portées pour voir comment elles se sont mêlées et matérialisées et comment elles finiront par produire des contre-révolutionnaires fanatiques aveuglés par un suprémacisme occidental dont Yves Guilloux, pur produit de l'armée française, deviendra le prototype. Comme dans les épisodes précédents, on va avancer chronologiquement, mais avec une focale très resserrée sur le développement de la DGR, la très corrosive doctrine de guerre révolutionnaire. Donc si vous connaissez mal ce conflit, un petit coup d'œil préalable à une chronologie exhaustive pourrait vous aider à suivre. Pour les autres, DGR oblige, on va commencer par se pencher sur l'une des populations civiles qui occupent l'Algérie. Revenons d'abord en mai 1945, là où commence officieusement la guerre. À Sétif, Guelma et Kherrata, alors que les Français célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale, des manifestations indépendantistes dégénèrent et font une centaine de morts côté français. L'armée réprime alors de façon massive et assassine des milliers d'Algériens. Seulement, elle ne le fait pas seule. À Guelma, une milice formée de quelques centaines de colons contribue largement au massacre. Or, si les colons les plus éloignés des centres urbains ont toujours été armés, c'est la première fois qu'ils sont organisés. Ici, directement par le sous-préfet de Guelma, André Achiari, un ancien des renseignements qu'on recroisera plus tard. Un autre responsable des massacres, le général Duval, avait alors déclaré « Je vous ai donné la paix pour 10 ans, mais il ne faut pas se leurrer. Tout doit changer en Algérie. » Il avait tout à fait raison. La terreur, ça calme. Mais évidemment, rien ne change. Alors 9 ans plus tard, en 1954, un nouveau groupe indépendantiste émerge. Le FLN et sa branche armée, l'ALN. Le 1er novembre, il lance une vague d'attaques et de sabotage à travers tout le pays. C'est la Toussaint Rouge et le début officiel de cette guerre, même si la 4e République en fait d'abord une simple affaire de police. C'est que ces attaques sont très disséminées. Elles ne font qu'une dizaine de victimes et ne suscitent pas de représailles massives. Il faut en fait attendre le 20 août 1955 pour replonger dans l'horreur et commencer à voir les milices de colons bourgeonner en autre chose. Dans la région de Philippeville, 170 Européens ainsi qu'une quarantaine de militaires et autant d'Algériens francophiles sont massacrés par un millier de partisans du FLN. Une boucherie à laquelle l'armée va répondre par un abattoir industriel. Après l'émeute et les massacres, les forces de l'ordre, aidées par les milices pieds noirs, organisent la riposte. À Ain Abid, le 22 août, on exécute sans sommation devant les caméras. À Philippeville, les paras ratissent. Des centaines de suspects sont raflés et emmenés au stade. Dans les jours qui suivent le 20 août, plusieurs centaines d'Arabes sont exécutés. Le commando Sarès, en personne, dirige les fusillades. Et cela, vous en portez la responsabilité, vous assumez, c'est pas la responsabilité. vous assumez cette responsabilité-là.
Comme 10 ans plus tôt à Sétif, la loi du talion est démultipliée. 100 Arabes sont exécutés pour un Européen assassiné. On recroisera Ossarès, hélas, mais cette montée en violence à laquelle il participe sans remords a plusieurs conséquences. D'abord, pour la guerre dans son ensemble, ces massacres fixent le niveau de violence et signent l'impossibilité d'une cohabitation en Algérie. C'est ce que le FLN voulait et ce que l'armée lui a donné. Ensuite, pour les populations musulmanes, c'est dès septembre 1955 la création des SAS, les sections administratives spécialisées, à l'initiative de Jacques Soustel, ancien directeur du BCRA et très populaire gouverneur d'Algérie. Si les méthodes d'Ossarès représentent le bâton, les SAS, c'est la carotte. Elles sont censées apporter des services publics dans les régions reculées que la France avait jusque-là totalement délaissées et font partie des premiers efforts dans cette guerre psychologique qui vise à rallier les civils algériens à la France. Mais en métropole, elles servent aussi de vitrine à cette guerre. Si certains attisent la haine par la violence au nom d'un fanatisme désuet, d'autres ont choisi de calmer les esprits, non en répondant à la violence par la violence, mais en faisant effort de compréhension, de tolérance. C'est l'œuvre de pacification qui s'accomplit au sein des SAS, dont l'âme est l'officier au képi bleu. Son programme, un sourire. Sa signature, une poignée de main. Son cheval de bataille, une Jeep. C'est aussi en septembre 1955 que l'armée officialise d'une certaine manière le recours aux civils français en créant les unités territoriales. 200 000 Français d'Algérie ayant fait leur service militaire sont ainsi répartis en sections ou compagnies et mis à disposition des 3 commandements régionaux pendant 2 à 3 jours par mois. Les UT sont équipés et entraînés et opèrent certaines missions pour le compte de l'armée. Patrouille, contrôle et surveillance des populations. Pour les coordonner à l'échelle de l'Algérie, un ancien d'Indochine, Jean-Robert Thomazeau, dit Nez de Cuir. Un autre homme qu'on recroisera plus tard. Mais du côté des civils européens, certains commencent aussi à se structurer hors du cadre de l'armée, et une kyrielle d'organisations favorables au maintien de l'Algérie française entre alors en scène. La plus importante, c'est peut-être l'Union française nord-africaine, du catholique poujadiste et futur membre de l'OAS, Robert Martel. Seulement, au-delà de ces organisations, ce sont aussi des réseaux d'activistes violents qui voient le jour. La véritable histoire de l'OAS commence dès 1956, soit 5 ans avant sa création officielle, avec la formation des premiers groupes d'autodéfense européens. Ils fourniront plus tard les premiers bataillons de l'organisation de l'armée secrète. À l'époque, ils s'appellent contre-terroristes. Les cibles, qui les décidait, comment vous les choisissiez? Les cibles étaient données par des gens qui faisaient du renseignement. Vous voyez, mais c'est pas nous-mêmes qui disaient tiens, on va aller là, on va jeter une grenade pour le plaisir parce qu'il y a des Arabes dedans. Non, on le faisait que sur renseignement. En Algérie, les attentats rassurent les pieds noirs. Mais à Paris, ils donnent des idées à tous ceux qui voient dans la manipulation des contre-terroristes un moyen d'accéder au pouvoir. Effectivement, ça ne rate pas, mais ils intéressent surtout à Alger, et ça va très rapidement avoir des conséquences sur la 4e République et sur la guerre elle-même. Le 1er février 1956, Guy Mollet est élu à la présidence du Conseil. Trouvant justement que Soustel avait été trop à l'écoute de ces organisations et trop tolérant avec les activistes, Mollet décide de le remplacer par le général Quatroux, un choix qui fuite immédiatement dans les réseaux ultras. Or Quatroux, c'est l'homme qui a mis fin au code de l'indigénat en Algérie en 1944. Pour les ultras, c'est donc un traître islamophile. Alors le 6 février, quand Mollet se rend à Alger pour annoncer cette décision, un comité d'accueil musclé l'attend dans lequel figure tout ce qu'Alger compte d'activistes et de réactionnaires. Les ultras deviennent une force politique. Il est reçu à coups de tomate. En quelques heures cruciales, le retournement du porte-parole du socialisme français est complet. La capitulation de Guy Mollet devant les ultras entraîne la démission du général Quatroux et son remplacement par un nouveau ministre résident, le syndicaliste et ex-résistant Robert Lacoste. En mars, Mollet fait voter les pouvoirs spéciaux qui donnent au gouvernement tous les moyens militaires pour mener la guerre en Algérie. Le président du Conseil décide d'accroître l'effort de guerre. Il envoie en Algérie les rappelés. En quelques semaines, les effectifs du contingent doublent. Désormais, c'est l'ensemble de la jeunesse française qui va être confrontée aux méthodes du maintien de l'ordre. Face à cette déferlante d'appelés qui ratisse les campagnes, le FLN déplace en partie son action des maquis vers les centres urbains. Ces campagnes d'attentats à la bombe se multiplient, mais pas à Alger, où ces militants rechignent à utiliser cette stratégie. Ce sont en fait les ultras qui vont se charger de les faire changer d'avis. Le 10 août, une explosion ravage un groupe de maisons, rue de Thèbes, en pleine Casbah, provoquant la mort de dizaines de personnes. Ce sont des Européens, ultras de l'Algérie française, qui ont déposé l'engin. Dans la capitale algéroise, le contre-terrorisme précède le terrorisme. Un des suspects de cet attentat qui fait 80 morts n'est autre qu'André Hatchiari, qui n'est pas inquiété et simplement renvoyé en métropole.
Mais les mois suivants, le FLN algérois lance évidemment en représailles une série d'attaques à laquelle la France et l'armée répondront à leur tour par la bataille d'Alger. Mais avant de nous plonger dans cette horreur, on va se pencher plus en détail sur la DGR, puisque c'est à partir de 1956 qu'elle commence vraiment à ronger cette guerre de l'intérieur. C'est pendant la guerre d'Algérie que l'état-major de l'armée se rallie définitivement à la théorie de la guerre révolutionnaire, encore appelée guerre subversive. Son obsession, couper le Front de libération nationale de ses arrières, c'est-à-dire de la population. Vous vous souvenez de Lacheroy, dont les théories avaient trouvé peu d'écho au sein de l'état-major en 1952. Eh bien, il est entre-temps rentré au Centre d'études asiatiques et africaines. À défaut de convaincre les vieux généraux, c'est là qu'il forme les jeunes officiers à sa doctrine, et notamment Paul-Alain Léger et peut-être aussi Yves Guillot. La thèse que développe alors Lacheroy, c'est celle d'une guerre révolutionnaire fomentée par le communisme international par le biais de proxys déguisés en mouvement de libération. Et la stratégie qu'il défend est celle de l'action et de la guerre psychologique, tournée à la fois vers les troupes et la société française, et contre les mouvements indépendantistes. Autant dire que la défaite en Indochine, l'emballement de la guerre froide et le début de la guerre d'Algérie ont donné à tout ça un écho grandissant. À partir de 1955, c'est bien à tout l'état-major que Lacheroy expose ses idées en donnant des conférences dans toutes les écoles militaires de France. Alors en 1956, quand Mollet se prend un coup de pression et que la 4ème République décide d'hausser le ton en Algérie, c'est vers lui que le ministre de la Défense se tourne pour en faire son conseiller. Les conséquences vont être nombreuses. Lacheroy, c'est d'abord un contrôle de la presse accru, pour lutter contre ce qu'il appelle une entreprise de démoralisation malfaisante de l'armée. C'est ensuite forcément une réforme de la doctrine militaire et une réorganisation des états-majors avec la création du 5e bureau. Le 5e bureau, ce sont des militaires spécialistes de l'action psychologique. En clair, leur objectif n'est pas de conquérir un territoire face à des combattants, mais de contrôler la population civile, un enjeu essentiel pour vaincre l'ennemi. Leur technique pour y arriver, c'est ça. Renseignement, contre-guérilla, action politique et sociale, propagande. Sur le terrain, ça se traduit par une reprise en main des SAS, pour en faire de véritables outils de renseignement et de fichage de la population. C'est aussi la création de plusieurs journaux et stations radio, comme Radio Alger et l'hebdomadaire Bled. Tout ça est en général assez connu, mais on va maintenant se pencher sur une autre facette de la DGR, la formation des cadres et des officiers, dont peut-être Yves Guillot. Direction, le Centre d'instruction, pacification et contre-guérilla d'Arzeux, en nous basant sur un article du chercheur Denis Leroux. Créé en mars 1956 à l'est d'Oran, ce centre a pour but d'adapter les cadres aux procédés particuliers de combat, tactique ou technique nécessaires pour faire la guérilla à la guérilla. Il est rapidement convoité par le 5e bureau qui en prend le contrôle en 1957 à la faveur de l'arrivée en Algérie du général Salan. Un ancien prisonnier du Viet Minh est alors nommé chef du centre, et l'objectif devient de fournir une méthodologie d'action et un but politique aux stagiaires. On y parvient au moyen de discussions dirigées, une méthode de persuasion inspirée des camps Viet Minh ayant pour objectif de faire l'accord des stagiaires sur les points essentiels du programme en s'appuyant sur les processus d'influence du groupe sur l'individu. Mais faire l'accord des stagiaires sur quoi exactement ? Eh bien le cursus du centre est un patchwork. En plus d'un peu de sociologie et de sciences coloniales, les expériences pratiques de guerre subversive de l'armée en Algérie y sont enseignées en détail. C'est le cas de l'opération Pilote, où l'armée forme en secret des cadres politiques locaux pour qu'ils remplacent les cadres du FLN dans la population. Et surtout, c'est le cas de la bataille d'Alger, dont on va bientôt parler. Mais explorons d'abord le cursus purement théorique du centre. On y explique la guerre d'Algérie exclusivement en l'insérant dans le conflit plus vaste de la guerre froide, et dans le récit d'un Occident assiégé par le communisme. On y retrouve évidemment les conférences de Lacheroy sur les hiérarchies parallèles, où il proclame qu'à la guerre révolutionnaire, on ne peut concevoir qu'une riposte révolutionnaire. Mais on y trouve aussi des conférences d'un certain Antoine Bonnemaison, un spécialiste de la guerre psychologique au sein du SDEC. Lui décrit la subversion des nations occidentales par la propagande totalitaire comme le résultat des faiblesses structurelles de la société de masse. Et il préconise de lutter contre ce qui permet la télécommande des esprits, c'est-à-dire contre le développement de la société de masse, en organisant une société fortement structurée. Rien que ça. En fait, cette invitation à l'action révolutionnaire et à l'ingénierie sociale est un fil rouge de la formation. Une des conférences du centre est on ne peut plus claire, puisqu'on y lit texto qu'il s'agit donc en fait, tout en résorbant la contre-révolution, de conduire la révolution. Transformer la structure de la société algérienne pour qu'elle soit perméable à la France et aux colons, mais imperméable au communisme et au FLN. Voilà le projet politique censé légitimer auprès des officiers les méthodes employées par l'armée en Algérie. Alors on peut se demander d'où ces militaires sortent ce gloubi-boulga.
On a vu que Lacheroy avait très mal digéré Mao. Mais une partie du 5e bureau est aussi influencée par les cercles national-catholiques, comme la Cité catholique de Jean Housset, un fondamentaliste et contre-révolutionnaire qui lui aussi souhaite passer à l'action et transformer la société. Et pour ça, il propose une action qu'il appelle capillaire, parce que capillaire, vous savez, c'est ce qui diffuse le sang dans le corps, au moyen de cellules. Cellules au sens biologique, c'est-à-dire des petits groupes. Alors ces cellules, elles peuvent être regroupées en réseaux. Donc il peut y avoir des cellules, par exemple, de telle ou telle grande école, des cellules de tel ou tel groupement. Donc il veut surtout qu'il n'y ait pas un gros mouvement. Il dit, on forme des gens pour les envoyer après dans les autres mouvements. Nombre de militaires, en effet, étaient favorables à la cité catholique, et ils ont trouvé dans la cité catholique un moyen d'agir en face d'une révolte qui était musulmane, mais surtout par le pays de l'Est, par le communisme. Cet entrisme dans l'armée était déjà très critiqué à l'époque, mais ça va beaucoup plus loin. Cette proximité entre la cité catholique et nombre de militaires a attiré l'attention mauvaise de la gauche, bien sûr. La gauche a fait une campagne de presse contre la cité catholique. Celle-ci a été accusée, entre autres choses, de justifier la torture au nom de la théologie, alors qu'on n'allait pas si loin. Bien sûr qu'ils allaient aussi loin. À gauche, à l'époque, on appelait ça la théologie de la torture. Mais revenons au centre d'instruction d'Arzeux. De 1956 à 1960, le CIPCG va donc voir passer environ la moitié des officiers en poste en Algérie, mais aussi quelques officiers étrangers venus du Portugal et de Belgique. Et les réactions des stagiaires vont être, disons, variables. L'un décrit par exemple l'expérience comme profitable, et l'ayant imprégné du rôle révolutionnaire de l'armée. Un autre, visiblement plus lucide, décrit le centre d'Arzeux comme un centre intellectuel du fascisme. Et pour les soldats qui n'auront pas eu le malheur de fréquenter ce centre intellectuel du fascisme, c'est donc la bataille d'Alger qui fera office de vitrine des enseignements de la DGR. Et tout ça commence par une nouvelle capitulation du pouvoir civil, cette fois directement au profit de l'armée. Et puis le 7 janvier 1957, le ministre Robert Lacoste prend une décision lourde de conséquences. Il remet les pouvoirs de police au général Massu, qui commande la 10e division parachutiste. Commence alors la bataille d'Alger, où les paras investissent la Casbah pour traquer les poseurs de bombes. Désormais, ils sont les seuls maîtres à bord. Leur chef, c'est le colonel Bijard, un ancien résistant qui a gagné ses galons en Indochine. Dézoomons un instant sur cette photo. On y retrouve les personnages de l'épisode précédent. Bijard, Massu, Trinquier et Léger. Et si on ajoute Ossarès et Yves Godard, un nouveau personnage lui aussi para d'Indochine et fanatique de la DGR, on a le cœur du dispositif de la bataille d'Alger. En très gros, l'organigramme ressemble à ça. Massu est aux commandes, et en phase 1, on a Bijard à la tête des paras et Trinquier et Ossarès au renseignement. Puis en phase 2, ils sont remplacés par le duo Godard-Léger. La phase 1, c'est vraiment la revanche des petits seigneurs de guerre autonomes formés en Indochine. Pas de partisans pour eux cette fois, mais un terrain quadrillé, une population fichée et soumise par tous les moyens, et une concentration délirante de tous les pouvoirs dans les mains des colonels. L'historien Pierre Vidal-Naquet décrira cette séquence comme la capitulation du pouvoir civil devant le pouvoir militaire, de la République devant les généraux. On était, il faut bien le dire, en dehors des lois, qu'il n'y avait plus d'avocats, il n'y avait plus de justice. Il y avait la 10e DP qui rétablissait l'ordre dans Alger. En liaison avec Massu, tous les colonels parachutistes, on a coupé la ville en morceaux, on a pris chacun une partie, et puis très vite, on a fait des enquêtes policières, ce que j'ai appelé moi un travail de flic. On nous a dit qu'il faut briser la capacité du FLN à commettre des attentats. Et pour ça, il faut avoir les renseignements à tout prix, à tout prix. Et pour vous, ça voulait dire éventuellement l'usage de la torture? Quelle question, y compris la torture. Pas question de leur crever un œil ni d'en couper les oreilles, mais ce qu'on a appelé la gégène, quoi. Que je ne pourrais pas faire, mais mes subordonnés l'ont fait. Et je découvrais, je dis, le responsable du régiment, c'est moi. Il faut être très clair sur un point. On pense parfois que la torture apparaît à ce moment-là et qu'elle se limite à Alger. C'est totalement faux. Elle existait en Indochine et elle est systématisée partout en Algérie dès 1956. Dans cette guerre spéciale, où la contre-guérilla utilise les méthodes de la guérilla, le renseignement reste primordial. Désormais, la recherche de l'information est organisée, méthodique. Un organisme unique, le DOP, dispositif opérationnel de protection, est chargé des interrogatoires. Le travail est confié à des spécialistes, militaires ou policiers, véritables professionnels de la torture. Chaque secteur a son DOP, lieu fermé, lieu secret,
vraie usine à torturer. La vraie innovation de la bataille d'Alger, c'est en fait les escadrons de la mort dirigés par Ossarès. Des milliers de disparus et une postérité assurée par la reproduction de ces méthodes dans les dictatures sud-américaines. À l'époque, seul Paul Tedjen, le préfet de police d'Alger, avait dénoncé l'existence de disparus parmi les 24 000 prisonniers qu'il avait officiellement enregistrés. On ne m'a pas rendu 4 000 lorsqu'au mois de septembre 1956, 57, j'ai fait le compte, il m'en manque trop. Où sont-ils? La mer les renvoyait. Renvoyait les crevettes Bijard, comme ça qu'on appelait les hommes. On mettait les pieds dans une bassine de ciment. Quand c'était pris, on les larguait en hélicoptère dans la mer. On ne peut pas admettre ça, on ne fait pas la guerre comme ça, c'est pas possible. Et pourtant, la bataille d'Alger deviendra un modèle de la guerre contre-révolutionnaire. De janvier à septembre 1957, les Français inventent ou systématisent des techniques militaires qui resteront longtemps secrètes. Il n'y a pas d'image d'archives. Seul un film de fiction italo-algérien, réalisé en 1965, permet de reconstituer les méthodes de la bataille d'Alger. Est-ce que vous avez vu le film La bataille d'Alger? Magnifique, magnifique. C'est proche de la vérité comme on ne peut pas mieux faire, et c'est remarquablement joué. Mais le film se concentre sur la première phase de la bataille, alors que la seconde est moins brutale, mais beaucoup plus insidieuse et subversive. Elle est faite de bluffs et de coups tordus, dont certains inspireront peut-être Yves Guillou. Cette phase, c'est celle de Paul-Alain Léger, et on la résume parfois par un mot, la bleuite. Pas le temps de vous la raconter en détail ici, mais Léger est un spécialiste de l'infiltration, tant et si bien qu'il va parvenir à se faire passer pour le FLN d'Alger. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment donné où nous avions un échange de correspondance et j'étais ravitaillé en armes par les rebelles eux-mêmes, qui me demandaient d'ailleurs de faire des attentats sur Alger, pensant qu'ils avaient affaire à une organisation FLN. La Wilaya 3 qui dirige la zone autonome d'Alger lui demande des résultats. Bon. Donc il est obligé d'organiser des faux attentats dans Alger. Mais l'essentiel, c'est la presse qui répercute ça. Attentat. Et qu'est-ce qui fournit les informations à la presse? C'est l'armée française, c'est le capitaine Paul-Alain Léger. Ça a duré quelque chose comme 6 mois. 6 mois pendant lesquels Alger a été tranquille, car il y avait quelques attentats, mais c'était des attentats fictifs que je faisais moi-même, donc il ne faisait aucune victime, bien sûr. Pas de victimes, sauf les jeunes Algériens manipulés par Léger, pendant que la population d'Alger reste terrorisée. La guerre est psychologique. On reparlera d'attentats sous fausse bannière, notamment dans le prochain épisode, quand Guillou travaillera avec les fascistes italiens. Mais en attendant, on imagine que tout ça a été enseigné au CIPCG d'Arzeux ou dans d'autres centres de formation qui commencent alors à bourgeonner. Les techniques de la bataille d'Alger seront enseignées dès mai 1958 dans un centre d'entraînement à la guerre subversive créé par le ministre de la Défense Jacques Chaban-Delmas à l'initiative de Bijard. Viendront s'y former des officiers français, mais aussi portugais ou israéliens. Le 14 juillet 1957, les hommes de Massu défilent sur les Champs-Élysées. Profitant de la démission des politiques, l'armée a pris le pouvoir à Alger. Elle ne le lâchera plus. Ce sont les mêmes hommes qui, quelques mois plus tard, au moment du 13 mai, dicteront leur volonté à Paris. Après son affreuse victoire, la DGR est à son apogée, et elle ne défile pas qu'à Paris. Voilà une photo des paras défilant à Alger en novembre 1957. Ce sont des hommes issus du 11e choc, le bataillon d'élite du SDEC. Vous le voyez, à gauche. C'est Yves Guillou. Il a 30 ans et il s'est marié 1 an plus tôt. C'est une des rares photos de lui dont on dispose, et c'est aussi la seule preuve qu'il ait pu participer à des opérations à Alger à cette période. On sait aussi qu'il deviendra capitaine au sein du 11e choc dans moins de 2 ans, et qu'il sera chef du 3e commando de ce même bataillon à Oran en 1961. Mais pour le reste, si on veut pister Guillou et savoir en partie ce à quoi il a pu participer durant la guerre d'Algérie, il faut faire un retour en arrière sur le service action du SDEC. Au début de la guerre en 1955, les effectifs du 11e choc sont augmentés. Pour former une 11e demi-brigade de choc forte de 2500 hommes, on y ajoute le premier bataillon parachutiste de choc basé à Calvi. C'est l'unité d'Yves Guillou. Le 11e choc, devenu la 11e DBPC, a alors 3 missions. Combattre la LN, former les appelés du contingent à la guerre subversive et fournir le service action en agents clandestins.
Pour ce qui est des combats, une sorte de branche algérienne est mise en place dès 1955, le groupement léger d'intervention. Il est accompagné sur place d'un groupement de marche, le GM11 des BPC. À cela s'ajoute en 1957 la section A, pour les opérations clandestines qui frappent le plus souvent les bases arrières du FLN au Maroc et en Tunisie. Comme en Indochine, une partie des effectifs va aussi tenter de monter des contre-maquis. Et comme en Indochine, c'est d'abord les dissensions ethniques qu'on tente d'attiser. C'est l'opération Oiseau Bleu en Kabylie en 1956, et c'est un échec cuisant, puisque le SDEC finit sans le vouloir par livrer des armes au FLN. Dans une seconde tentative, l'idée est de jouer les courants du nationalisme algérien les uns contre les autres. C'est l'opération Cobu en 1957, et c'est aussi un échec dès l'année suivante. Globalement, cette stratégie ne prend pas en Algérie, et l'utilisation des Algériens dans le conflit consistera principalement dans le recrutement des harkis comme supplétifs de l'armée française. Pour ce qui est de la formation, elle se fait en 16 à 30 mois entre les différentes casernes du service action. L'instruction de base, l'entraînement physique et le brevet de parachutisme se passent à Pau. Après ça, le gros des hommes est réparti dans d'autres unités et envoyé en Algérie. Mais les 10% les meilleurs accèdent à la suite de la formation au sein du premier BPC à Calvi. Elle se déroule en plusieurs stages. Transmission pour les communications radio, harcèlement non conventionnel pour l'usage des explosifs et du sabotage, opération aérienne pour les techniques de parachutisme, stage nautique et nageur de combat, stage d'escalade et un stage de guérilla qui forme la clandestinité. C'est ici qu'on retrouve un temps Yves Guilloux, puisque certaines sources le voient au commandement du centre d'instruction numéro 5, en charge du stage nageur de combat. Mais d'autres sources le voient aussi formateur en Algérie au contact d'officiers étrangers, dont des Portugais. On repense forcément au CIPCG ou au centre de Bijar, mais ça n'est pas très clair. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il est basé à Calvi et que c'est assez haut dans la hiérarchie interne de la 11e demi-brigade. Mais ça n'est pas le sommet. Le sommet, c'est Sercotte, où sont envoyés les agents clandestins. C'est un autre centre de formation, fondé par Jean Sassy en 1950 et dirigé un temps par Ossarès. Et c'est le véritable cerveau du service action. Là où est imaginé le plan tordu qui exemplifie à lui seul les méthodes des services pendant la guerre d'Algérie. Ce qu'on a appelé la main rouge. La main rouge, c'est un genre de gens qui étaient des révolutionnaires dans leur genre et qui qui estimaient que le gouvernement français ne prenait pas assez de dispositions pour contrer, si vous voulez, les marchands d'armes ou les trafiquants d'armes. Ils ont fait leur travail eux-mêmes. Des révolutionnaires, nous dit l'ancien patron du SDEC. Une formulation intéressante vu ce qu'on sait maintenant de la DGR et quand on sait que ces révolutionnaires forment en fait une fausse organisation terroriste pratiquant attentats et exécutions extrajudiciaires pour le compte du SDEC. Sous le nom de la Main Rouge, le service action lance des opérations Arma, visant à détruire les armes destinées au FLN. Aux trafiquants dont les cargaisons ont été détruites et qui n'ont pas cessé leur livraison au FLN, le SDEC réserve des opérations homo pour homicide. La Main Rouge assassine plusieurs marchands de canons dans toute l'Europe. L'opinion publique n'y voit que du feu. La guerre d'Algérie offre au SDEC un terrain qu'il ne retrouvera jamais plus. Est-ce l'âge d'or du service action ou celui durant lequel il s'est affranchi durablement des lois de la guerre? Au cours de la seule année 1961, il aurait abattu 103 personnes. Jusqu'ici, on a donc vu les plus réactionnaires et violents partisans de l'Algérie française s'organiser et commettre des attentats, parfois avec le soutien de la police ou de l'armée. On a vu une partie de cette même armée et sa doctrine révolutionnaire se diffuser et prendre le pouvoir à Alger. Et on vient de voir le SDEC se planter sur les contre-maquis et privilégier les opérations clandestines et la formation d'assassins et de terroristes. On va maintenant voir comment tous ensemble, ils vont provoquer et entretenir la crise politique qui a ramené De Gaulle au pouvoir. La question algérienne est désormais au cœur de la politique française. L'impuissance à mettre fin à la guerre d'Algérie ronge la 4ème République, déjà minée par l'instabilité institutionnelle, marquée par une vingtaine de crises ministérielles en 12 ans. À son tour, le gouvernement Félix Gaillard est renversé le 15 avril 1958. Une nouvelle crise ministérielle est ouverte, le manège tourne, le pouvoir à Paris est faible, Alger le sait. Dans la ville blanche, la marmite bout. Les fils de 20 complots se mêlent et s'entremêlent. Les intérêts divergent, les hommes s'affrontent, les clans s'épient et se défient, mais tous savent que le pouvoir n'est plus à prendre, mais à ramasser. La séquence qui va d'avril à mai 1958 est à la fois un coup d'État dans le coup d'État et un étrange passage de relais. Pour vous résumer tout ça, je m'appuie en partie sur une synthèse de l'historien Pascal Girard. Tout commence en fait avant la chute du gouvernement de Félix Gaillard.
Ça fait alors des mois que différents groupes et courants tâtent le terrain, consultent et se renseignent. Salan, qui commande en Algérie, tâte le moral d'une armée qui craint l'instabilité politique. Les ultras s'interrogent sur un éventuel soutien de cette armée à l'idée d'un coup de force et comptent leurs hommes en métropole. Et au milieu de tout ça, les gaullistes diffusent partout l'idée d'un retour du vieux. De petits cercles de discussion et conspiration si affinités se mettent alors en place et ne tardent pas à s'espionner les uns les autres, arrivant logiquement à la conclusion que tous conspirent. La chute du gouvernement Gaillard devient pour tous une fenêtre d'opportunité pour se faire entendre, et peut-être plus. Alors qu'à Paris, Pierre Flimin est pressenti pour former le gouvernement, Alger, d'avance, dénonce l'abandon qui se prépare. Dès le lendemain, 9 mai, les 5 chefs suprêmes de l'armée d'Algérie, 17 étoiles au total, rédigent un télégramme au chef de l'État que Salan signe seul en tant que commandant en chef. L'armée française, d'une façon unanime, sentirait comme un outrage l'abandon de ce patrimoine national. On ne saurait préjuger sa réaction de désespoir. C'est une sorte d'ultimatum, un pronunciamento épistolaire. Pour la première fois dans l'histoire de la République, l'armée veut dicter sa loi au pouvoir politique. Ce même 9 mai, le FLN jette un peu d'huile dans la bouilloire en annonçant l'exécution de 3 soldats français qu'il détenait. Les activistes tiennent leur prétexte. Ils décident une manifestation qui est fixée au 13 mai, jour de l'investiture de Flimin, devant l'Assemblée. Tous les groupes et courants s'accordent en fait sur cette date. Mais pour faire quoi ? Eh bien les plus fous veulent prendre le pouvoir. C'est le seul véritable complot de cette séquence, et c'est celui des généraux Cherrière et Chassin, dits Grand A et Grand B. Ils sont proches de la cité catholique et d'un vieux cagoulard source de beaucoup de fantasmes, le docteur Martin. Du côté des ultras, réunis autour de Martel dans le très officieux groupe des 7, et proche de Nez de Cuir, le chef des unités territoriales, on veut réitérer l'exploit de février 56. Ils veulent l'émeute, mais le plus déterminé d'entre eux, le syndicaliste étudiant Pierre Lagaillarde, qu'on retrouvera au sein de l'OAS, veut carrément occuper le siège du gouvernement général, le GG. Du côté des gaullistes, on veut donc profiter de l'action préparée par les ultras pour imposer l'hypothèse de Gaulle. Et du côté de Salan, on souhaite une grande mobilisation au monument aux morts d'Alger pour mettre un coup de pression, mais en évitant le chaos. C'est raté. Tout Alger descend vers le monument aux morts du plateau des Glières, vaste esplanade qui conduit au siège du gouvernement général, le GG. Salan et Massu sont là. On crie « l'armée au pouvoir ». C'est alors que Lagaillarde, un jeune avocat qui préside encore l'association des étudiants d'Alger, entraîne la foule vers le GG. L'assaut est donné au bâtiment qui symbolise l'État. Les CRS résistent mollement. Le capitaine de réserve Marcel Ronda, responsable des unités territoriales du centre d'Alger, se joint au mouvement à la tête de ses hommes. Je me rappelle avoir bousculé en haut de l'escalier un cordon de parachutistes très bienveillants qui se sont écartés, qui se sont laissés pousser, et nous sommes arrivés au gris. Les paras du colonel Trinquier poussent la cordialité jusqu'à prêter un camion aux émeutiers afin de mieux enfoncer les grilles. Lagaillarde est monté dans le camion, il a forcé la grille extérieure et on est rentré. On a occupé le GG. On ne sait pas quel niveau de coordination a pu exister entre les paras, les UT et les ultras ce jour-là. Mais le chaos souhaité est là, et jusqu'à Paris, on se dit qu'il faut bien en faire quelque chose. Les activistes, les anciens dindos, se rassemblent à l'Arc de Triomphe. Jean-Marie Le Pen est au premier rang de ces quelques centaines de partisans de l'Algérie française qui veulent appuyer leurs copains d'Alger. Pas assez nombreux, repoussés par la police, les ultras de Paris ratent le coche. Idem pour Cherrière, qui se voyait débarquer en sauveur à Alger, mais qui est arrêté en métropole avant même son départ. De leur côté, enfermés au GG, les ultras, les gaullistes et l'armée algéroise improvisent un comité de salut public dirigé par Massu. Les ultras perdent donc la main au profit de l'armée. Mais les gradés d'Alger n'ont pas 1000 solutions pour profiter de la foule mobilisée et utiliser la patate chaude que Lagaillarde leur a en quelque sorte donnée. Alors, en partie grâce aux gaullistes sur place, le comité se déclare pour l'option du retour de De Gaulle, pour mettre fin à l'instabilité politique et garantir que l'Algérie reste française. Les jours qui suivent le 13 mai, Salan envoie Trinquier et Léger monter un comité de salut public à Oran. Il appelle aussi Lacheroy à le rejoindre pour devenir porte-parole du comité d'Alger et coordonner les opérations psychologiques dans la capitale. Des musulmanes des quartiers pauvres retirent leur haïk et leur hajar, ce petit voile qui recouvre le visage. Elles appartiennent au mouvement de solidarité féminine, créé par les épouses Salan et Massu, mais piloté en sous-main par le 5e bureau. Une de ces musulmanes s'adresse à la foule. Bravo, vous
Ceux qui applaudissent, des musulmans et des Européens, soudés dans un élan de fraternisation, comme espère le faire croire aux Français de métropole et au monde entier, le 5e bureau. Ces opérations psychologiques sont un succès, et on parle encore de ces scènes de fraternisation orchestrées. Mais à Paris, même si De Gaulle commence à bouger ses pions, c'est l'inertie des institutions qui donne le tempo, et ça ne sent pas bon. Alors, un nouveau coup de pression va être déclenché. Le 24 mai, des comités de salut public surgissent en Corse. L'île de Beauté se rallie à la sédition algéroise. J'ai tout de suite pensé qu'il fallait envoyer une délégation en Corse, et le colonel Tomaso est parti là-bas avec 2 ou 3 autres de mes officiers pour régler le problème. C'était une première étape, si vous voulez, pour rallier la Corse à l'Algérie française. Sous les ordres de Nez de Cuir, c'est évidemment la 11e demi-brigade du SDEC qui se charge de prendre le contrôle de la préfecture d'Ajaccio. Plus précisément, le 1er BPC d'Yves Guillou. Une sacrée ligne à ajouter à son CV. Mais pour les insurgés d'Alger, ce nouveau coup de pression n'est pas suffisant. Il leur faut un plan B, un plan pour un coup d'État militaire. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Le général de Gaulle a-t-il employé par hasard le mot résurrection? C'est en effet le nom de code de l'opération militaire qui vise à un coup de force des rebelles d'Alger en métropole. Alors, nous avons tout de suite pensé à une opération, avec le général Salan d'ailleurs, nous avons pensé tout de suite à une opération parachutée sur Paris. Et les émissaires que j'ai envoyés à Paris sont revenus en disant ils sont d'accord, seulement il faut attendre le top du général pour déclencher, c'est lui qui donnera l'ordre de départ. Évidemment, cette bataille aussi est psychologique, et le bruit de tels préparatifs ne tarde pas à remonter jusqu'au gouvernement. Alors le 26 mai, Flimelin accepte de rencontrer De Gaulle qui accélère le mouvement pour revenir par la voie légale et éviter le recours à l'armée. Mais le lendemain, les socialistes de l'Assemblée nationale bloquent ce processus. La situation semble alors inextricable. Flimin, le président du Conseil, subit une énorme pression psychologique. Plus tard, il dira « Pendant 10 jours, j'ai vécu dans l'attente d'être fusillé. Le pouvoir légal n'a plus de pouvoir, l'armée et la police ne lui obéissent plus. Le 28 mai, à 3h du matin, Flimin jette l'éponge. Tandis que les parlementaires socialistes disent non à De Gaulle dans la rue, Guy Mollet prépare le oui. Il dépend de lui, de son parti, que De Gaulle revienne par la voie pacifique. Sinon, il craint la guerre civile. Les comploteurs s'agitent presque ouvertement dans Paris. Les moteurs des chars chauffent, les paras s'échauffent. Passé une certaine limite, même De Gaulle ne pourra plus arrêter les putschistes. Le 29 mai au matin, le président Coty, le pistolet sur la tempe, se décide à faire appel à De Gaulle. L'amorce du processus légal a arrêté en plein vol les avions chargés de paras qui avaient déjà décollé du sud-ouest. Par une étrange coïncidence, l'opération Résurrection est définitivement abandonnée ce 29 mai. On préfère en général oublier que l'opération Résurrection a bel et bien été lancée et que des maquis dirigés par Chassin et un certain Jean-Jacques Susini, qu'on retrouvera au sein de l'OAS, étaient prêts à passer à l'action en métropole. Mais peu importe. Pour les gaullistes, les ultras et l'armée, c'est d'abord un grand succès. Mais ça va très vite devenir un grand malentendu, puis une trahison. Le 4 juin 1958, De Gaulle l'affirme. Je vous ai compris! Pourtant, dès la fin de l'année, le vieux commence à faire le ménage parmi ceux qui l'ont ramené au pouvoir, à commencer par Salan et Lacheroy qui sont renvoyés à Paris. Le programme du CIPCG d'Arzeux est bientôt expurgé de sa dimension révolutionnaire, la lune de miel et l'apogée de la DGR se terminent, mais la doctrine, sa violence extrême et une partie de ses hommes restent. De Gaulle nomme un nouveau commandant en chef à la place de Salan. Le général Chasles, s'inspirant des théoriciens de la guerre contre-révolutionnaire, ceux qui ont mené la bataille d'Alger, préconise le contrôle systématique de la population pour isoler le FLN. Évacués, des régions entières deviennent des zones interdites où les soldats français peuvent tirer sans sommation sur tout ce qui bouge. Les habitants, chassés de leur village, sont rassemblés dans des camps de regroupement où s'entassent bientôt 1,5 million de personnes, surtout des femmes, des enfants et des vieux, qui survivent dans des conditions précaires. Les maladies, le manque de nourriture entraînent une forte mortalité. Les combattants de l'ALN qui réussissent à échapper aux tenailles se réfugient dans des endroits escarpés où il faut les poursuivre. C'est le rôle d'unités spéciales, les commandos de chasse, composés de quelques dizaines d'hommes, le plus souvent des harkis,
qui connaissent bien le terrain. C'est le colonel Bijard qui est le créateur de ce commando de fait la guerre alliée. Oui, ce commando est le résultat des années d'expérience de la guerre d'Indochine, qui lui ont permis de formuler les règles de ce qu'on appelle maintenant la guerre révolutionnaire. En visite au PC de Bijard, De Gaulle lui demande que cesse la torture. Plus tard, Bijard confie à ses officiers « De Gaulle a dit plus de torture, alors messieurs, je vous dis, plus de torture, mais torturez quand même. » Militairement, entre les zones interdites et le retour des commandos mixtes, la guerre d'Algérie change de forme et sera pratiquement gagnée par l'armée. Mais diplomatiquement, moralement, la France va perdre, et De Gaulle le sait peut-être déjà en septembre 59, quand il parle pour la première fois d'autodétermination pour les Algériens. Il ouvre une porte et un front politique, et rebelote. Les ultras enragent et une partie de l'armée se rebiffe. Le 16 janvier 1960, Massu désapprouve la politique du général dans la presse et est aussitôt rappelé à Paris. Les ultras trouvent dans la mise au placard du boucher de la bataille d'Alger le prétexte à une énième démonstration de force. Fin janvier, ils lancent la semaine des barricades. C'est le début d'un engrenage qui répondra à chaque étape de la résolution politique du conflit. La révolte était loin d'être aussi spontanée que ses chefs voulaient le faire croire. À preuve, l'implantation méthodique des barricades et l'abondance de vivres permettant de tenir en cas de siège par l'armée. Une armée dont les paras en particulier étaient plus que conciliants. Plus inquiétante était l'apparition dans les rues d'Alger de forces paramilitaires en chemise brune, bien disciplinées, et qui se mêlaient à la jeunesse pied-noir en tenue de territoriaux. Tous portaient des armes, volées pour la plupart dans les dépôts de l'armée. Les groupes contre-terroristes d'Alger se retrouvent aux côtés de l'armée pour défendre l'Algérie française. Des liens se nouent entre ceux qui se retrouveront bientôt dans l'OAS. Le fruit est mûr. La poudrière algérienne est prête à exploser. Mais la semaine des barricades est un échec, pour les ultras comme pour les paras rebelles d'Alger. D'autant qu'elle pousse De Gaulle à accélérer le ménage. Il supprime le 5e bureau, auquel il reproche son action non à l'égard des Algériens, mais bien à l'égard des Européens. De Gaulle renvoie aussi Chasles, Bijard, Trinquier et Godard en métropole. D'autres gradés sont limogés, voire carrément jugés. Les meneurs civils de la semaine des barricades sont arrêtés ou éloignés, mais qu'importe. Ils s'évadent, s'exilent, désertent et se retrouvent dans la clandestinité. En réponse au référendum de janvier 61 sur l'autodétermination de l'Algérie, ils se réunissent à Madrid un mois plus tard et créent sous la houlette du général Salan l'organisation armée secrète. Un peu plus tard, les Algérois découvrent le premier tract de l'OAS dans leur boîte aux lettres. La dernière heure de la France en Algérie est la dernière heure de la France dans le monde, la dernière heure de l'Occident. Comme toute organisation fasciste guidée par le suprémacisme occidental, l'OAS est une machine de mort. Elle répond aux pourparlers de paix avec le FLN en assassinant le maire d'Évian, la ville choisie pour accueillir les négociations. Puis quelques semaines plus tard, elle lance ses généraux à l'assaut d'Alger. Les desperados de l'Algérie française refusent la marche à l'indépendance qui semble inéluctable. Chasles, Salan et Jouhaud tentent un putsch qui fait pchit. Le général Salan était persuadé qu'il fallait la conjonction et l'alliance des civils et des militaires. Il a essayé de forcer la main dans ce sens à Chasles qui n'a pas marché. Si la mobilisation générale avait eu lieu, ça posait au pouvoir de Paris un problème insoluble. Parce qu'en plus, nous avions l'armement en Algérie. Ils avaient l'armement, et même des soutiens dans la population et dans diverses institutions, notamment au SDEC. Mais ils n'ont en réalité jamais eu l'armée, la troupe, les 500 000 appelés. Eux suivent De Gaulle, le général-chef des armées qui a retrouvé son uniforme pour l'occasion et qui devient plus que jamais chef du grand ménage. L'armée connaissait une véritable chasse aux sorcières. Des soldats dénonçaient leurs capitaines, des capitaines leurs colonels. 15 000 officiers furent accusés. Fin avril, 5 généraux et 200 officiers supérieurs passaient en cour martiale. Les actualités françaises cherchaient à faire croire à un retour à la normale, mais il était clair qu'avec la disparition des Pieds Noirs en tant que force politique après la semaine des barricades, et avec une armée en pleine confusion depuis l'échec du putsch, un vide s'était créé. C'est dans ce vide que l'OAS se structure réellement. Composé d'anciens des UT, des réseaux contre-terroristes et d'officiers déserteurs anciens de la bataille d'Alger, c'est Yves Godard qui met au point son organigramme. Des chefs d'état-major, une branche action politique et psychologique, une branche organisation et renseignement opérationnel, 12 commandos Delta et une branche organisation de masse. Conseillé par Lacheroy, soutenu par une partie de la population, l'OAS est un pur produit de la DGR qui termine sa mue corrosive pour se retourner contre la République. La direction politique venait des ultras, pour qui une Algérie algérienne était anathème.
et de ces généraux qui voyaient dans la décolonisation un complot communiste. Dans toutes les administrations, nous avions des agents de renseignement offensifs qui allaient à la quête de renseignement. Si nous avons tué des policiers, c'est parce que nous avons été renseignés par des policiers. Les commandos Delta du lieutenant de Gueldre, l'élite combattante de l'OS, sont composés de légionnaires déserteurs et des civils les plus résolus. Du 20 juin au 28 juillet 1961, 145 bombes sont posées à Alger, 125 à Oran et 110 sur le reste du territoire. L'OAS n'était pas regardante dans le choix de ses objectifs. Travail macabre, financé par des attaques de banques, par des dons de riches colons, par des taxes imposées aux compagnies installées ou désireuses de s'installer dans le pays. Il y a eu la journée des facteurs, par exemple. Ils tuaient tous les facteurs musulmans qu'ils rencontraient. On donnait une arme à des enfants de 18 ans, il fallait tuer les facteurs. Une autre fois, les femmes de ménage. Une autre fois, il fallait tuer les pharmaciens, etc. Donc le terrorisme a pris des formes gigantesques. Alors là, je tiens à signaler une chose qu'on n'a pas dit toujours, n'est-ce pas ? C'est que le nombre d'attentats OAS en 6 mois, pendant que j'étais préfet de police à Alger, de décembre 61 à juin 62, a été 4 fois plus important que le nombre des attentats du FLN en 6 ans. Voilà pour le portrait macabre de cette organisation contre-révolutionnaire dont la seule arme psychologique est la terreur et qui dans les derniers mois de la guerre frappe aussi bien en Algérie qu'en métropole et tente par tous les moyens d'assassiner De Gaulle. Et c'est donc cette organisation qu'Yves Guilloux décide de rejoindre en février 1962. Alors basé à Oran et commandant du 3e commando du GM11 DBPC, Guilloux profite d'une permission en France pour déserter et entrer dans la clandestinité. Il devient alors Yves Guérin-Sérac. On ne sait pas comment il rejoint l'Algérie, mais si comme d'autres membres de l'OAS avant lui, il l'a fait en traversant d'abord à pied vers l'Espagne, je parierais volontiers qu'il l'a fait en passant par là, à une poignée de kilomètres d'un village appelé Sérac. Quoi qu'il en soit, Guilloux retourne à Oran pour prendre la tête d'un commando Delta de l'OAS dans une ville devenue l'épicentre de ce qui est désormais une guerre civile. Ce que l'OAS Alger n'a pas réussi, Oran le réussit. C'est-à-dire que le centre-ville devient un centre OAS où l'armée française ne pénètre plus. Nous pratiquons une guerre très moderne, c'est-à-dire que nous sommes extrêmement mobiles. Ce ne sont pas des actions de défense, ce sont des actions offensives. J'ai été affecté à la préfecture, dans la ville d'Oran. On vivait derrière des sacs de sable. Parce que tous les soirs, entre 20h30 et 20h40, nous étions attaqués à la mitrailleuse. Et puis le matin, ce qui était quand même plus pénible, je faisais le tour de la ville européenne pour compter combien il y avait de traîtres à l'OAS, c'est-à-dire des hommes nus dans des sacs de jute sur lesquels il y avait un écriteau « traître à l'OAS ». Durant les dernières semaines avant l'indépendance, Oran devient l'enfer sur Terre. Alors que les chefs de l'organisation ont pour la plupart été arrêtés et que plus rien ne peut empêcher la décolonisation, l'OAS et ses commandos finissent par pratiquer la politique de la terre brûlée. Ils détruisent écoles, hôpitaux et infrastructures pour laisser aux Algériens leur pays tel que les Français l'avaient trouvé quand ils l'avaient colonisé. Franchir la Méditerranée devient l'obsession. Fuir le plus vite possible. Le 17 juin 1962, à 19h55, la guerre d'Algérie est réellement terminée. Les irréductibles d'Oran ont incendié les réserves d'essence du port avant de quitter à jamais la terre tant aimée. Cette fois, c'est fini, ou presque. Après avoir tout détruit, Yves Guilloux aussi s'est enfui. Mais pour lui, ça n'est que le début. Il dira plus tard avoir quitté l'Algérie pour continuer le combat et l'élargir à sa vraie dimension qui est celle de la planète. Dans le prochain épisode, on verra qu'un terroriste en cavale comme lui, formé par l'armée française, ne manquera ni d'amis ni d'opportunités dans une Europe et un monde structurés par la guerre froide et où services de renseignement et officines réactionnaires sont désormais rongés par l'idée d'une contre-révolution. Mais à Oran, tout le monde n'avait pas les moyens de fuir, et la guerre s'achève avec les dernières représailles, avec un dernier massacre. Alors que l'indépendance de l'Algérie est enfin proclamée le 5 juillet 1962, des centaines de pieds noirs oranais sont assassinés pour venger la barbarie imposée par l'OAS durant les derniers mois de la guerre. Ce seront les seuls massacres de l'indépendance. Après ça, et après 130 années de colonisation et d'occupation, l'Algérie, finalement algérienne, retrouvera enfin la paix et la maîtrise de son destin.
Nombreux sont les hommes des services spéciaux qui voient là une nouvelle trahison du pouvoir politique. Pour nous, c'était une catastrophe, dont on ne s'est pas encore remis. Est-ce que vous montez un complot contre le général pour l'assassiner? J'y ai pensé. Nous faisons une guerre, pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux, pour l'évolution, pour voir l'évolution de ces gens-là. Et c'est une guerre à eux. Nous défendons la liberté, au même titre que, à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés que nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer.